Bonsoir les Itata, merci de votre fidélité. Nous nous retrouvons pour une nouvelle émission C'est affaires nous avec un invité qui soigne le corps et l'âme. Son slogan, c'est l'esprit corps qui met corps. Autrement dit, on ne gère pas les douleurs de notre corps sans prendre en compte les signaux envoyés par notre cerveau. Cette approche globale qui associe physique et mental est aussi révélatrice de l'influence de nos émotions sur notre vie quotidienne. Bonsoir Ludovic Totil. Bonsoir, M. Koumal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, vous êtes ostéopathe depuis une quinzaine d'années. Tout à fait. Et puis, vous avez progressivement introduit votre activité, je le disais, à la thérapie émotionnelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai constaté lors de mes consultations que mes patients avaient autre chose que leur douleur physique. Lors de l'anamnèse, donc c'est un questionnaire qu'on pose aux patients, ils amenaient toujours des difficultés dans leur vie, des difficultés relationnelles, au travail. Et mine de rien, j'ai constaté que ceci avait un impact sur leur corps. Donc ça signifie que très clairement, tous les messages que le cerveau envoie ont une influence, je le disais, sur le corps. Alors, je ne peux pas dire ça exactement. On peut se taper le pied et avoir une douleur, mais c'est ce que j'ai constaté à mon cabinet. Alors, on va vous découvrir votre parcours. Vous êtes relativement jeune, mais on va découvrir votre parcours tout au long de cette émission. On va commencer par l'aspect personnel, familial. C'est Kimunouye. Alors, c'est qui Ludovic Totil, en quelques mots, avant de découvrir les photos? Ludovic Totil, c'est un Martiniquais passionné de ses compatriotes, passionné du corps humain, passionné de la mentalité, de ce qu'on appelle communément le mindset. Donc, en gros, Ludovic Totil, voilà, c'est cette personne. Les traits principaux de votre personnalité? L'engagement, l'authenticité et l'amour. Alors, on va commencer avec une première photo du petit garçon Ludovic. Alors oui, je l'ai vu ce week-end, cette photo. On retrouve la même bouille. Hein. Effectivement. Un petit peu sérieux, mais c'est quand même un trait de ma personnalité. Je suis très touché de voir cette photo. Là, j'étais en France, je crois. Et voilà, un petit garçon heureux, dans une famille épanouie. Voilà. Avec une certaine classe, les mains dans les poches. Maman avait un goût pour l'habillement que je lui reconnais. Donc maman, elle allait chercher les vêtements qu'il fallait pour pouvoir m'habiller, pour que je puisse sortir. C'est un de ses hobbies. Vous êtes né où? Je suis né à Paris, 18e. Oui. Mais je n'ai pas beaucoup connu la France parce que j'avais un problème climatique en fait. Je supportais pas le froid. Donc ma mère m'a vite rapatrié en Martinique. Chez ma grand-mère d'ailleurs. Donc voilà, j'ai pas trop de souvenirs de la France. Mmh. Alors on retrouve d'autres photos, d'une autre photo du petit garçon, cette fois-ci pas tout seul. Voilà. Donc ça, c'était peut-être à la garderie. J'ai pas trop de souvenirs de tout ça. Ma mère me raconte souvent comment j'ai évolué, comment j'étais parfois taquin avec les autres. Donc ce sont toujours des photos, en tout cas merci pour cette émission, qui me font chaud au cœur et qui me montrent quand même que, voilà, d'où je sors, d'où je viens. Alors une autre photo qui, elle, représente vraiment votre socle familial, je vous laisse la commenter. Vraiment, ce sont mes piliers. Ma grand-mère, ma mère, ce sont ces femmes qui m'ont élevé, qui m'ont donné de l'amour, qui m'ont permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui. Et surtout, alors ma grand-mère, Aimée, qui m'a donné les racines. C'est une femme qui sort de Saint-Joseph, qui a élevé 2 enfants seuls et qui m'a permis de connaître vraiment c'est quoi la Martinique. Je la vois encore planter sa laitue, préparer son coq, manger ses concombres avec son fromage. Et donc, c'est celle qui m'a élevé. J'ai beaucoup de proverbes d'elle, qui m'a donné une certaine philosophie de vie.
Donc c'est elle qui vous a transmis en fait beaucoup d'éléments culturels, on va dire, de Tout votre à culture fait. fondamentale. Tout à fait, tout à fait. Donc, j'ai été élevé aux eaux découpées avec elle, Au découpé à Fort-de-France. à Fort-de-France, à Dillon. Et vraiment, elle m'a donné tout ce qu'elle pouvait, avec beaucoup d'amour. On ressent quand même chez ma grand-mère une certaine résilience. C'est quelqu'un qui a perdu sa mère très jeune, qui n'a pas pu aller à l'école. Et malgré son illettrisme, ben, elle arrive à faire tout ce qu'elle avait à faire. C'était une commerçante aussi, elle avait ce sens des affaires, elle vendait de la laitue. Voilà, magnifique femme. Et votre relation avec votre maman? Ma relation avec ma mère, Donc vous avez vécu pendant un certain temps sans elle? non, non, non. Chez Alors, ma mère est venue en Martinique. Nous sommes installés chez ma grand-mère. Ma mère, c'est cette femme qui aussi a fait preuve de beaucoup de résilience. Elle était bien en France, hein, et elle a fait ce sacrifice de m'emmener en Martinique pour pouvoir, pour que je sois bien, en fait. Donc, c'est une femme vraiment que je respecte beaucoup. Alors on va retrouver maintenant, je crois, votre petit frère sur la photo suivante. Toujours avec maman et mamie, c'est ça, hein? Oui, parce que c'est notre socle. Donc oui, Grégory, je suis très, très, très fier de mon frère. Il avait cette vision. Je me rappelle encore de lui qui regardait. Pourquoi il est vivant voilà, toujours, oui, oui. il est voilà. Mais il a cette vision mais parce qu'il est devenu ce qu'il voulait. Et ça, c'est un trait de son caractère. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il est policier. Mhm. Et donc, je vois Grégory encore regarder les séries, les reportages. Vous voyez ce qu'on appelle encore la visualisation. Mais Grégory, il a cette force de caractère. Il allé jusqu'au bout de ce qu'il voulait pour devenir aujourd'hui ce policier extraordinaire. Donc, je suis vraiment fier de mon frère. Mhm. Alors, on va retrouver votre complicité avec mamie. Sur la photo suivante. Donc oui, mamie... Alors, c'est pas un combat, hein, vous êtes en train de jouer, en fait. On est en train de s'amuser. Mais mamie se déridait avec nous. Elle a été très dure avec ma mère et mon oncle. Et vraiment, avec ses petits-enfants, elle se déridait. Donc voilà, c'est une image à la maison, dans l'appartement, où on s'amusait comme des enfants. Mmh. C'est aussi cette complicité qui vous a rapprochés. En fait, il y a aussi tout ce que ça reflète comme harmonie, en fait, dans la relation que vous avez. Oui, tout à fait. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. J'ai eu cette chance d'avoir une grand-mère très proche de moi, qui même parfois me protégeait lorsque ma mère voulait me corriger. Donc, oui, beaucoup d'amour, mais surtout une espèce de bienveillance à ce qu'on puisse avoir les outils pour pouvoir cheminer dans cette vie. Alors, on n'a pas encore parlé de votre papa, mais vous avez des contacts avec lui. Tout à fait. Vous le voyez régulièrement. Tout à fait. On va voir cette photo. Deux hommes piliers. Mon père, cette force de caractère. Avec le chapeau noir. Oui, avec le chapeau noir. Cette force de caractère, il est restaurateur à Baïf. Donc en Guadeloupe. Hein. Voilà, en Guadeloupe. Il a ce pouvoir aussi de matérialiser ce qu'il veut. Il m'a donné aussi cette capacité à continuer. Lorsque j'ai ouvert mon cabinet, mon père il m'a dit une chose. Ludovic l'accueille. Et en fait, j'essaye à chaque fois de pouvoir donner cet accueil, un accueil maximum à tous mes patients. Donc, il m'a quand même donné beaucoup d'astuces pour pouvoir recevoir les gens convenablement. Et puis, mon grand-père, qui est un gros travailleur, qui était un gros travailleur, il n'est plus de ce monde, et il m'a montré aussi cette force de travail pour pouvoir avoir ce que l'on veut. Voilà. La Guadeloupe, vous y allez de temps en temps, donc forcément. Oui, souvent. Ça arrive tous les 6 mois, j'y suis. Donc voilà. Oui. Quelle relation avec papa à distance comme ça? Alors papa, c'est un confident. Quand je me sens perdu, quand ça ne va pas, c'est lui aussi qui temporise les liens parfois avec maman. Et c'est lui aussi qui permet de faire passer un certain nombre de messages quand maman n'arrive pas. Je suis un petit peu têtu parfois. donc voilà, il a cette capacité à me parler, à faire entrer un certain nombre de concepts pour que je puisse cheminer dans la vie.
Alors, du côté de votre papa, justement, vous avez aussi deux sœurs avec lesquelles on va vous retrouver sur cette photo. Donc, Émilie à ma droite, donc sur la photo, donc à gauche, et Élise, donc, qui ont vécu avec mon papa. Donc, aussi, ce sont des femmes ressources pour moi. Ce sont des femmes que j'appelle quand j'ai besoin de conseils, quand j'ai besoin de soutien. Des femmes extraordinaires qui ont leur famille et qui cheminent. Hmm. Alors, on va retrouver quelqu'un qu'on a déjà vu, c'est votre grand-père paternel, qu'on va retrouver là sur sa mobilette. Tout à fait. Alors, mon grand-père, il avait cette capacité à bien s'habiller. J'ai encore ce souvenir de mon grand-père en train d'astiquer ses chaussures pour aller au pit. Il avait un pit à Cadette. Et donc, j'ai été élevé dans... Donc, toujours en Guadeloupe, on est Toujours en d'accord, hein. Guadeloupe, voilà. Dans les combats de coq, l'odeur du rhum, du citron, des billets, des paris. Et ça, c'était magnifique. Donc voilà, voici un petit peu le souvenir que j'ai de mon grand-père. Et puis, une autre personne qui a beaucoup compté pour vous aussi parmi votre ascendance. Voilà. Alors, c'est la sœur de ma grand-mère. La grande sœur de ma grand-mère, et qu'on appelait Mamie, et qui était aveugle. Et Mamie me reconnaissait en touchant mes mains. Et elle me disait, qui est-ce qui là? C'est Ludovic. Parce qu'elle disait, Ludovic n'y a l'en main plume. Parce qu'en fait, les personnes qui travaillaient durement avaient les mains calleuses. Et donc, comme je touchais des stylos, voilà, elle disait l'en main plume. Mais c'est comme ça qu'elle me reconnaissait. C'était peut-être déjà prémonitoire. La main plume, c'est une main douce, quoi. Une main douce. Qui, Voilà, une main douce. Qui ne travaille pas forcément. Voilà. Enfin, qui ne travaille pas forcément les choses physiques, on va Tout dire. à fait. Alors, on va parler d'un quartier qui est. Vous avez parlé d'eau découpée. Là, c'est dans Jolie Bellevue à Fort-de-France. À Fort-de-France. Sur les hauteurs de Fort-de-France, du côté Tout de à la fait. Vilaine. Oui. Alors, j'y suis arrivé à 6 ans. J'ai fait toute ma jeunesse dans ce quartier. Donc, quartier dit difficile. J'ai eu mes plus belles années dans ce quartier avec de magnifiques amis. Ben, qu'on va retrouver d'ailleurs sur la photo suivante, regardez. Je pense que vous allez les reconnaître. Voilà, Rémi, Valérie. Donc voilà, c'était rempli de bonne camaraderie, de blagues. Mais en fait, souvent on a un regard assez dur sur les quartiers de Fort-de-France, mais il y a surtout de belles personnes. Et je remercie beaucoup mes parents qui m'ont permis de faire les choix judicieux lorsque j'y habitais. Vous disiez que c'est un quartier qui a mauvaise réputation, comme d'autres quartiers de Fort-de-France. Vous n'avez pas ressenti cette insécurité, Alors, quand on y habite, on ne ressent pas d'insécurité, mais effectivement, il y a des choses qui s'y passent. Maintenant, c'est à nous de faire abstraction. Et puis, alors, je ne vais pas dire d'avoir puis les aussi bonnes... de gérer la vie Voilà, dans son tout à quartier. fait, parce que ce sont des amis. Maintenant, ils peuvent faire des actes. On n'est pas obligé d'y participer. Donc, moi, je n'ai pas cette vision-là de la cité. C'est une cité qui m'a formé, tout simplement, qui m'a permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, je suis très, très, très content d'y avoir résidé. Et puis on termine avec une autre photo de copain. C'était un petit peu plus tard. Voilà, au lycée Chelcher. Donc, ce sont des amis du lycée Chelcher. Donc là, c'est vous qui avez la casquette, hein. Tout à fait. Donc, ce sont des copains que je vois encore. Donc, ça fait plus de 20 ans. Et en fait, le lycée Chelcher a été vraiment formateur pour moi. J'ai rencontré des professeurs qui m'ont donné le goût des sciences vie et de la terre, qu'on appelle de la biologie. Ce qu'on appelait avant sciences naturelles. Voilà, sciences naturelles. Et c'est le lycée d'Aimé Césaire. Donc voilà, ma mère, elle voulait que j'y aille. C'était à l'époque une reconnaissance d'aller au lycée Chelcher. J'ai passé de très, 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 très belles années là-bas. Une scolarité plutôt agréable? Oui, je bouge un petit peu. Je bouge un petit peu, oui, mais une scolarité agréable. Oui, ça a été. On a perçu tout à l'heure à la fois à travers la photo avec les amis de l'Angelier et puis là la photo des camarades du lycée Chelcher que l'amitié pour vous, c'est quelque chose d'essentiel. Je suis un ami fidèle.
Parce que les liens d'amour que je vais tisser avec les gens, pour moi, sont très, très, très importants. Je m'ouvrais très peu. Et quand je trouvais des personnes qui pouvaient me mettre en sécurité, avec qui je pouvais discuter, je les gardais tout le temps. Voilà. Donc l'amitié, oui, c'est quelque chose de très important pour moi. Quand vous vous retournez sur ce parcours d'enfant et d'adolescent en Martinique avec un papa guadeloupéen, quel regard vous portez sur ce passé? Je suis fier, car je pense être passé à travers des mailles de certains filets. Maintenant, je n'aurais rien changé. Je suis très, très, très content de tout ça. Bon, on va voir ce que le petit Ludovic est devenu. On passe à la rubrique Matinique. Alors, on va commencer d'abord par une photo de votre formation en ostéopathie. À quel moment vous avez décidé de vous lancer effectivement dans les soins du corps, on va dire? Ah, c'est très intéressant. Alors, ma grand-mère et ma mère avaient un médecin qui est toujours en activité, c'est Dr Timon. Et donc, quand j'y allais à 5 ans, j'aimais le voir poser des questions. Voilà ce que j'appelle l'anamnèse, donc les questionnements. J'aimais le voir poser des questions. Et je lui disais, mais docteur, un jour, je vais prendre votre place. Et donc, du coup, je suis allé en Guadeloupe, j'ai fait une première année de médecine que je n'ai pas eue. Et mes parents m'ont donné la chance d'intégrer une école d'ostéopathie. Toujours dans le corps. Et en fait, mon déclic pour l'ostéopathie a été le fait qu'il y avait dissection. Je me suis dit, ah non, je veux faire de la dissection. Dissection en un seul mot, pas dissection, mais la dissection, voilà, quand on disséquait en voilà, fait on disséquait des corps humains. Et donc, mes parents m'ont donné cette chance. Je suis arrivé à Bordeaux, j'ai intégré une classe, vous voyez qu'on n'est pas beaucoup de Noirs. Et donc, cette connaissance du corps, cette envie de connaître le corps, m'a toujours animé, en fait. Donc, voilà pourquoi je suis arrivé dans cette école, au Collège ostéopathique Sutherland. Donc, combien d'années d'études? 6 ans d'études. 6 ans d'études. Donc, c'est presque un parcours de médecin généraliste, même si c'est un peu plus long maintenant. Et ça vous a plu? Il n'y a jamais eu de doute sur ce que vous vouliez faire? Non, je pense que je voulais travailler avec l'être humain. Je voulais l'écouter, je voulais lui faire du bien. Donc, les études d'ostéopathie nous permettent d'avoir un panel de certain nombre de matières, donc l'anatomie, de la physiologie, de la pathologie, de la psychologie. Et donc, au fur et à mesure des années, on commence à avoir une certaine maîtrise des corrections qu'on peut faire sur l'être humain et surtout pouvoir... Vous parlez de correction, pas de manipulation. Oui, plus de correction. Et pouvoir apporter à tout un chacun un soulagement dans ses douleurs. Donc, quand on commence à prendre conscience de ça, je pense qu'on est motivé par cette envie d'aider les autres. Donc là, c'est la promotion 2006-2007, c'est quand vous avez obtenu votre diplôme? Non, j'ai obtenu mon diplôme en 2009. 2009. Voilà. Et l'installation s'est faite tout de suite à votre retour? On va voir votre première carte professionnelle, vous vous souvenez? Alors oui, ça a été... Alors, on parlait de l'Angelier. Cette carte, elle a été faite par mon ami qui s'appelle Nof Wilson. Donc oui, c'est ma première carte qui, vous voyez, je remets les mains que Mamie décrivait. Donc oui, première carte de visite. Je suis toujours au même cabinet. Je suis rentré en Martinique, je me suis dit, allez, il faut se lancer. Et voilà, je me suis installé. Alors, on va voir 2 photos de correction, 2 photos où vous êtes avec des patients. Là, c'est un enfant? Tout à fait. Alors, c'est un enfant, c'était un jour férié. J'ai une amie qui me dit, Ludovic, est-ce que je peux t'emmener mon fils aujourd'hui? Je lui ai dit, bon, je ne travaille pas, mais tu peux venir. Et donc là, en fait, je suis en train d'écouter son diaphragme. Le diaphragme, c'est un muscle qui peut avoir des dysfonctions. Et donc, avec sa respiration, j'écoute son diaphragme et en fait, on peut avoir des corrections du diaphragme de la sorte.
Et vous recherchez quoi particulièrement? Vous cherchez en fait des signaux que le corps Tout à fait. va envoyer? En fait, il y a des mouvements. Donc, le corps, il est tout le temps en mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, c'est quelque part la mort ou la maladie. Quand ce mouvement est en restriction de mobilité, ça veut dire qu'il y a une dysfonction qu'on va appeler ostéopathique. Ouais. Okay? Et donc, le but de l'ostéopathie est de pouvoir redonner le mouvement dans tous les axes. Il peut y avoir aussi, puisque vous êtes à l'écoute, il peut y avoir aussi des bruits parasites, des craquements ou d'autres signaux. Tout à fait. Mais vraiment, nous portons attention aux tests. Donc, nous avons des tests articulaires qui nous permettent de savoir exactement s'il y a une dysfonction. On va voir une autre photo où vous êtes là, c'est sur un bateau, non? Sur un bateau. Alors, c'était un tour d'éole. J'ai un ami qui avait un kata. Il m'a dit, Ludovic, est-ce que tu peux intervenir sur le kata? Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Et donc, les personnes qui étaient sur le kata me demandaient des corrections. Alors, on fait souvent la comparaison entre l'ostéopathie et la kinésithérapie. Tout à fait. Alors, très clairement, on n'est pas sur les mêmes spécialités, même s'il y a beaucoup de ressemblances. Alors là, par exemple, c'est un schéma que j'ai trouvé sur le site d'un institut qui s'appelle Lambersart, Oui. où on voit en fait un petit peu ce qui peut différencier. Alors, on a l'impression que la kinésithérapie, c'est plus large. Il y a aussi le massage qui intervient, on n'est pas que sur de la correction. Tout à fait. Les différences fondamentales entre l'ostéopathie et la kinésithérapie, sachant que la kinésithérapie est un métier qui, lui, est conventionné. Tout à fait. Alors, le kinésithérapeute, il va permettre à la personne, il va permettre de la rééducation. Donc, c'est pour ça, par exemple, sur votre schéma, vous avez kiné respiratoire, kiné vestibulaire. Ça permet de récupérer une fonction qui est altérée, ou bien du renforcement musculaire ou de la proprioception. Là, sur l'ostéopathie, nous sommes sur des structures qui ne sont pas en adéquation. Donc, on va redonner du mouvement à cette structure-là. Si, par exemple, je prends un exemple, si vous avez un lumbago, vous levez le matin. Un tour de rein. Voilà, un tour de rein. Vous irez peut-être voir votre ostéopathe qui va transformer ce lumbago-là. Voilà. Si, par contre, vous vous cassez une jambe, cette jambe a été plâtrée pendant quelques semaines, il vous faudra de la kinésithérapie pour retrouver des fonctions au niveau des muscles, au niveau des ligaments, voilà. Donc là, il y a une différence fondamentale, clairement, où on retrouve pas mal de similitudes. Il y a une différence de concept. L'ostéopathie ne fait pas de rééducation. Ce n'est vraiment pas notre cheval de bataille. Maintenant, nous pouvons travailler ensemble. Donc, il y a des patients que j'envoie chez des kinésithérapeutes qui m'envoient des patients. Les deux disciplines ne se confrontent pas. Loin de là, loin de là. Alors, on sait que l'ostéopathie n'est pas remboursée par la sécurité sociale puisqu'elle n'est pas conventionnée. Alors, oui, tout à fait. Maintenant, on sait que certaines mutuelles aujourd'hui remboursent les soins ostéopathiques. Malgré tout, vous avez réussi, vous les ostéopathes, à faire votre place en fait dans les soins, dans l'accompagnement de la population. En fait, les écoles ont été reconnues. Donc le diplôme d'ostéopathie est reconnu par l'État. Il y a eu des lois dessus. Les écoles sont reconnues. Maintenant, effectivement, les activités ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Je ne sais pas si c'est une volonté ou pas, je ne vais pas en discuter ici. Et effectivement, certaines mutuelles ont commencé à voir l'intérêt de l'ostéopathie et ont commencé à rembourser cette activité. Les relations en Martinique entre les ostéopathes et les kinésithérapeutes, ça se passe bien? Il n'y a pas de tension? Alors, de mon expérience, très bonne. Très bonne. J'ai des amis kinésithérapeutes qui m'envoient des patients et vice-versa. Pour moi, ça va. Alors, on va revenir à votre activité. Est-ce que vous vous souvenez de cette photo? Oui. Alors, c'était au début. Il y avait un salon du bien-être à Madiana et il fallait se faire connaître. Donc, j'avais loué un espace pour pouvoir faire découvrir à tout un chacun mon activité. Donc, vous voyez, ostéopathie, j'avais mis des images, j'avais fait un petit peu comme je pouvais. Est-ce que vous êtes soumis aux mêmes contraintes que la kiné, par exemple, pour la publicité? Parce que là aussi, la publicité est réglementée pour ce type de profession. Alors,
il n'y a pas vraiment de contrainte pour la publicité, mais effectivement, par respect, par déontologie, il y a un certain nombre de choses qu'on ne va pas faire. Mais il n'y a pas vraiment de restrictions. Ouais. Et vous avez, dès le début, vous avez eu cette volonté d'aller vers le public pour lui expliquer votre spécialité. J'étais un petit peu obligé, je n'ai pas de parents médecins ou infirmiers, donc il fallait quand même faire cette démarche d'aller vers le public pour pouvoir se faire connaître. Et surtout en Martinique, parce qu'il y avait aussi d'autres personnes qui étaient installées. Et aller vers le public, ça veut dire aussi prodiguer des soins itinérants. On va vous voir là avec votre mallette de matériel. Donc vous vous déplacez assez souvent sur des lieux. Alors, lorsqu'on fait appel à moi, donc par là que c'était une compétition de natation, on m'a demandé de passer. Donc, bénévolement, je m'adonne à l'ostéopathie pour permettre à tout un chacun d'avoir ses soins. Donc, surtout les nageurs, ils avaient fait un certain nombre de kilomètres et je me mettais à leur disposition. Alors, vous travaillez aussi avec sur certaines grandes épreuves, notamment les grands raids, les trails, etc. On va voir, là, c'est votre... alors, qu'est-ce que c'est? Je ne vois pas précisément ce que c'est, mais c'est une affiche sur un... Oui, sur un cocotier. Sur un cocotier. Sur un cocotier. Dans le cadre du Tiembé-Raid. Dans le cadre du Tiembé-Raid, donc effectivement, je recevais les coureurs qui avaient fait 53 ou 54 kilomètres. Donc toujours bénévolement. Toujours bénévolement. On va voir d'ailleurs une photo de correction ou de... Je ne sais pas si tout s'appelle correction. Oui, de correction. Mais là, par exemple, si on parle un petit peu de cette tendance au trail, au raid, etc., en pleine nature, souvent traumatisant pour le corps, le rôle de l'ostéopathe, là, quel est-il? Alors, il faut savoir que l'ostéopathie est avant tout une discipline préventive. Donc, il est conseillé aux patients de venir avant d'avoir mal. Bon. Maintenant, dans notre culture, nous avons cette habitude de venir en curatif. Donc, par exemple, la sur chez Béred, c'est du curatif. Donc, les gens, ils ont fait 54 km, ils se sont foulés la cheville, ils ont mal aux genoux, voilà. Mais vraiment, pour profiter de tous les bienfaits de l'ostéopathie, il est judicieux d'aller voir son ostéopathe naturellement 2 fois par an. Et en général, je dis à mes patients, votre corps, il va vous le dire. Vous allez penser, oh, il faudrait que j'aille voir l'ostéopathe, et vous irez, et on va trouver des dysfonctions, et ça va vous empêcher d'avoir peut-être le lumbago, ou les douleurs cervicales, ou la douleur au genou que vous pouvez avoir suite à un certain nombre de choses. Si on se base sur, je dirais, les réalités physiques de la population martiniquaise, qu'est-ce qu'on retrouve le plus souvent? Qu'est-ce que vous avez à soigner le plus souvent en tant qu'ostéopathe? Alors, bien sûr, les douleurs au lombaire, donc ce qu'on appelle les lumbagos ou le tour de rein. Qui ne sont pas du cas du surpoids, parfois c'est... Alors, effectivement, ce n'est pas du cas du surpoids, ça peut être dû à un membre plus court, ça peut être dû... De mauvaise posture aussi? De mauvaise... Voilà. Les sièges, nous disons tous, la chaise est un tueur silencieux. Donc, effectivement, les gens qui travaillent beaucoup au bureau, je retrouve beaucoup aussi de douleurs au cou, on appelle ça des cervicalgies, dues à l'écran d'ordinateur, des douleurs dorsales aussi, dues aux positions statiques. Donc, c'est en général ce qu'on retrouve au cabinet. On va terminer là, cette partie sur l'ostéopathie, qui est votre activité principale, avec cette photo qui est un peu votre photo de communication. Oui, la main sur le cœur, parce qu'en fait, c'est vraiment ce que je donne. Je donne vraiment de ma personne lors des séances. Et j'ai compris qu'aimer ses patients, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel pour leur faire du bien, c'est l'écoute que je peux leur donner, les soins que je peux prodiguer. Et voilà, donc oui, cette photo résume tout ça. Vous avez, on va le voir tout à l'heure, vous tutoyez, je ne sais pas si vous tutoyez tous vos patients, mais dans la communication que vous faites, notamment dans vos vidéos qu'on va voir tout à l'heure, plus particulièrement sur la thérapie émotionnelle, vous les tutoyez, vous les interpellez. Alors, les patients qui viennent au cabinet, je les vous vois. Oui. En général, ma mère m'a beaucoup éduqué comme ça, c'est une marque de respect.
Maintenant, le tutoiement lorsque je fais mes vidéos YouTube, c'est vraiment, comme vous dites, pour interpeller les gens et vraiment qu'ils puissent se sentir concernés, ne pas mettre de barrières. Ouais. Bon, on arrive à la troisième partie, c'est politique. Alors, Ludovic Totil, votre politique, on l'a compris, ce n'est pas de la politique politicienne, c'est plutôt d'aller vers les autres et notamment d'aller vers ce que vous appelez, ce qu'on appelle la thérapie émotionnelle. Vous avez en fait progressivement étendu votre activité. On est passé de l'ostéopathie à la thérapie émotionnelle. Pourquoi vous avez voulu devenir thérapeute émotionnel? Alors, il y a un proverbe qui dit « Mens sana in corpore sano », un esprit sain dans un corps sain. J'ai vite compris que l'esprit avait un pouvoir sur le corps. Et ce sont mes patients qui m'ont éduqué comme ça, en fait. Et j'ai eu cette volonté... D'où le slogan, c'est l'esprit corps qui met corps. En créole, c'est mieux, hein? Oui, absolument. Et donc, j'ai eu cette volonté d'aller vraiment chercher la cause des douleurs. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est lors des questions que j'avais posées aux patients que j'aurais un certain nombre de détails. Et lorsqu'on creuse, plus on a des preuves de ces dysfonctions. Alors, avant de continuer sur la thérapie émotionnelle, on va voir deux photos qui... d'abord, une photo du chanteur Ludovic Totil. Alors, vous n'êtes pas chanteur professionnel, ni juste un chanteur amateur. Juste un chanteur amateur. Oui, c'est ma grande passion, le chant. J'ai découvert ça avec monsieur... Donc, vous chantez avec un groupe Non, tout à fait, non, juste, je chante, j'ai fait des morceaux. J'ai découvert cette passion avec monsieur Largène, au Collège Corridon. Et c'est une passion qui ne m'a pas lâché. Claudie Largène. Claudie Largène, oui, tout à fait. Et c'est une passion qui ne m'a pas lâché. Je chantais à Bordeaux aussi. Quand je suis rentré en Martinique, j'ai continué le chant. Donc voilà, c'est vraiment une passion que j'ai à l'intérieur de moi. Et c'est une passion à laquelle vous vous livrez à fond, hein, on le voit là. Hein. Effectivement. Là, je vois, il y a Lionel derrière. C'était grâce à lui que j'avais eu cette prestation. Et est-ce que là, c'est pas Kevin Touris à la guitare? Qu'est-ce que ça vous apporte? Je me sens vraiment aligné quand je chante. Moi-même. Moi-même, dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme. Dans la musique, je fais passer mes émotions. J'ai réglé beaucoup de mes tristesses, de mes gros poils, comme on dit en musique. Donc, oui, c'est une partie importante. C'est une partie importante. Avant de revenir à la thérapie émotionnelle, on va voir une autre photo où là, c'est par contre, vous vous aérez, là, vous êtes... Alors, justement, c'est une photo d'un clip. Mais, quelque part, c'est l'homme que je suis aujourd'hui. Dans cet alignement, nu-pied, bien ancré, et ce regard vers l'avenir, et puis cette sérénité, cette paix. Qu'est-ce que la grande nature, comme ça, l'ouverture sur la nature, vous apporte? Ben, écoutez, il y a la loi du microcosme et du macrocosme, comme on dit. Ben, la nature me permet de m'ouvrir sur moi-même déjà, de mieux me connaître, de mieux me centrer. Et comme je le disais tout à l'heure, m'apporte cette paix. Cette paix que je n'ai pas souvent eue. J'ai été parfois ballotté par de la colère, par de l'anxiété. Et donc, cette photo symbolise bien cette paix retrouvée. Ouais. Alors, on l'a dit, vous avez progressivement évolué de l'ostéopathie vers la thérapie émotionnelle. Vous êtes thérapeute émotionnel. Vous faites les deux simultanément? Je fais les deux. Oui, tout à fait. Et vous vous êtes formé donc forcément à la thérapie. On va d'abord parler de Nicole et André Fratacci. Tout à fait, ce sont des formateurs. Donc ce sont des personnes, ce sont des chercheurs. Hein. Avant tout, ils ont créé la méthode GTS Concept. Donc c'est une méthode pour pouvoir déprogrammer les émotions. Et c'est une méthode que j'utilise au cabinet et c'est avec cette méthode que je permets à tout un chacun de transformer ses émotions. Alors déprogrammer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on extrait de notre cerveau ce qui peut être parfois bloquant. En fait, une image a toujours une empreinte émotionnelle.
C'est quoi votre plat préféré, monsieur Cromwell? Mon plat préféré? Oui. Ah, c'est compliqué, j'en ai beaucoup. Votre, J'en ai beaucoup. un des plats préférés? Allez, je vais dire quoi? Je vais dire les acas de morue, mais c'est pas un plat véritablement, mais bon, voilà. Quand vous y pensez, comment vous vous sentez? Bien, OK. bien. Si on vous avait donné un plat de morue et qu'on vous avait battu, vous auriez eu une note empreinte émotionnelle dessus. Bon. Et c'est comme ça que fonctionne un traumatisme, en fait. Donc, on a une image et on a une sensation avec. Une fois qu'on déprogramme l'image, on n'a plus la sensation. Ou une fois qu'on déprogramme la sensation, on n'a plus l'image. C'est toujours ce retour à l'image qui nous crée la douleur. Et en fait, c'est ce que André et Nicole Fatracci ont découvert. Donc, ils ont développé un certain nombre de techniques pour permettre à tout un chacun de déprogrammer ses images ou ses émotions. Et une fois qu'on est libéré de l'image ou de l'émotion, on ne souffre plus. Et ça met combien de temps? Ça dépend de chaque patient, je suppose. Alors, ça dépend du nombre d'images que le patient a mis sur un événement. Mais ça peut être instantané. Je reçois parfois des femmes qui ont été dévalorisées, donc elles ont le son de la personne qui leur dit « Ah oui, tu es comme ça ». Une fois qu'on déprogramme le son, je leur dis « Est-ce que vous pouvez réentendre la personne vous dire ça ?» Donc vraiment, ils ont inventé une technique qui peut agir tout de suite. Ouais. Alors, il y a eu les Fratacci, et puis il y a eu aussi Master Chat, qu'on va retrouver, donc, dont vous avez aussi suivi les Tout à formations. fait. Alors, Master Chat, j'ai commencé à suivre les enseignements de Master Chat grâce à Gilles Néplaz, en fait, qui est un Martiniquais, qui vivait à Toronto et qui a connu Master Chat. En fait, Master Chat... Il vit au Canada, donc. Oui, il vivait au Canada. Et donc, Master Chat, son but, donc il a écrit pratiquement 30 livres, dont 11 ont été best-sellers au New York Times. C'est un médecin en Chine, il est docteur en médecine chinoise, il est maître en Qigong, il est maître en différentes disciplines asiatiques. Et donc, Master Chat, en fait, il permet à tout un chacun de pouvoir transformer ses émotions avec facilité et tout seul, en fait. Oui. Voilà. Alors, on va voir. Donc, aujourd'hui, vous menez de front les deux spécialités, donc l'ostéopathie et la thérapie émotionnelle. On va voir cette affiche du Salon Sport Santé où vous interveniez. Comment vous expliquez, en fait, à ceux qui viennent vous voir que vous êtes à la fois ostéopathe et thérapeute émotionnel? Nous avons un seul corps. Nous avons un seul corps et ben, ce corps, il pense, il bouge. Et donc, tout est lié pour moi. Ce corps, il a des traumatismes. Et donc, nous pouvons compenser symboliquement un certain nombre de traumatismes dans notre corps. Ouais. Okay. Bien sûr, il faut voir son médecin quand on a mal. Bien sûr, si on a un problème psychiatrique, il faut voir son psychiatre. Mais cet apport-là permet aux patients d'avoir un mieux-être. Quand vous êtes à une manifestation comme celle-là, donc un salon sport santé, les gens viennent vers vous d'abord pour l'ostéopathie ou plutôt pour la thérapie émotionnelle? Les deux. Ouais. Les deux. Bien sûr, les gens... Alors, au cabinet, voilà comment ça se passe. La personne, elle va venir pour une douleur quelconque. Alors, bien sûr, et puis ça fait un tour de rein, il n'y a rien d'émotionnel derrière. Ouais, ça peut être, c'est physique, purement voilà. physique. Mais quand on commence à expliquer à la personne ce que son corps est en train de lui dire, elle se dit, mais c'est vrai, il y a un certain nombre de récurrences dans ma vie. Donc, ce n'est pas si difficile que ça. Ouais. Alors, je le disais, vous communiquez beaucoup sur YouTube, avec votre compte YouTube, à travers des vidéos. On regarde une première vidéo, c'est sur la confiance en soi. Là, dans cette série de vidéos, je vais te dire un petit peu ce qui, la plupart du temps, t'empêche d'ancrer cette confiance en toi. La première des choses, et en fait, c'est vraiment quelque chose que nos parents parfois nous enseignent, que l'école nous enseigne, et peut-être dans le mode francophone, c'est simplement la peur de l'échec. La peur de l'échec, en fait, va nous empêcher de passer à l'action et en fait peut totalement détruire notre ego et notre élan à pouvoir faire des choses. La première des choses, en fait, qu'il faudra peut-être que tu appréhendes, c'est justement cet échec.
L'échec est un apprentissage. Il faut que nous soyons addicts, ça c'est Idriss Aberkane qui le dit, addicts à la correction. Ce n'est qu'en se corrigeant que nous allons atteindre l'excellence, atteindre ce que nous voulons. Donc, il est normal de trébucher sur le chemin. Tu n'es pas né en courant. Tu as rampé, tu as marché, tu es tombé, tu as réessayé et pour être debout à l'heure actuelle. Alors, on l'a vu, hein, c'est le choix donc de faire des vidéos pour expliquer et donner des conseils. Le choix de tutoyer aussi, moi ça me frappe. Alors je sais que c'est très courant sur les réseaux sociaux. Comment ça passe auprès de ceux qui vous suivent? Il n'y en a pas qui vous disent, mais pourquoi vous tutoyez? Le tutoiement casse la distance. Et puis nous sommes des êtres humains. Alors je ne suis pas un anglophone, voilà, mais il n'y a pas de tutoiement en anglais, par exemple. Non. Voilà. Donc, lorsqu'on veut impacter quelqu'un, le tutoiement, c'est quelque chose de naturel. On ne vous voit pas un enfant. Voilà, on le tutoie directement. Les ados que j'ai au cabinet, je les tutoie directement. J'ai beaucoup de mal à les vous voyez. Donc, ces vidéos sont vraiment là, sachant qu'il y a la distance du téléphone, la distance de l'ordinateur. C'est vraiment là pour impacter les gens. Donc, ce n'est pas quelque chose qui me gêne. Alors, on est sur des vidéos qui peuvent aller on va dire, de 5 à 10 minutes, grosso modo. Ce n'est pas forcément très long. Pourquoi ce besoin de communiquer avec le canal vidéo? C'est pour permettre à un plus grand nombre d'avoir des outils, tout simplement. Et puis, bon, voilà, par exemple, cette vidéo sur la confiance en soi, un enfant de 15 ans qui va écouter ça, il a un outil pour se dire, mais l'échec, c'est pas grave, en fait. Vous savez, on a un système de notes. C'est pas grave à condition de rebondir. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, l'important pour moi, c'est de pouvoir faire passer ce message-là à des gens que peut-être je n'aurais pas au cabinet. Alors, vous donnez aussi beaucoup de conseils sur la vie conjugale ou la vie de couple, et on va voir cette deuxième vidéo. Alors oui, c'est quelque chose que nous traversons tous, ce fameux questionnement où en fait nous sommes en train de nous plaindre de notre conjoint. Alors la majorité des personnes qui me suivent sont des femmes. Donc je parle de conjoint, mais les hommes, ne vous sentez pas agressés. Donc voilà, en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, tu as un désir accru de changement chez l'autre. Ce désir accru, il est simplement dû au fait qu'à un moment, à ce moment c'est en général le début de la relation, tu as idéalisé cette personne. Donc tu t'es fait une sorte de schéma, une sorte de mannequin, ok? Ou encore peut-être que le mannequin, tu l'avais déjà dans ta tête, hein, tu avais déjà l'idéalisation dans ta tête, et tu essayes simplement de faire rentrer cette personne dans ce cadre. Et en fait, la plupart du temps, les contours ne sont pas ajustés en fait. Alors, c'est de la thérapie émotionnelle aussi que de donner des conseils sur la relation de couple, sur les raisons pour lesquelles parfois on doute de son conjoint ou... En fait, 80% de mes patients sont des patientes. Et elles viennent pour des problèmes relationnels avec leur conjoint, parfois avec leurs parents, mais souvent avec leur conjoint. Donc, bien naturellement, je parle aux personnes que j'ai l'habitude de voir. Ouais. Et pour justement les sujets qu'elles veulent traiter. Mais comment expliquer justement que vous ayez davantage de femmes dans votre patientèle et qu'en réalité, finalement, vous vous adressez plus particulièrement aux femmes à travers ces vidéos? Puisqu'on entend parler effectivement de conjoint, donc ça veut dire que c'est la femme à laquelle vous vous adressez. Ça veut dire quoi? Que les hommes ne font pas la démarche par pudeur, par orgueil ils n'ont pas besoin forcément des mêmes conseils? Je pense que l'homme pense pouvoir régler les choses seul. Ce ne sont pas tous les hommes, mais il pense qu'il a la capacité de régler son souci et qu'il n'a besoin de l'aide de personne. La femme, elle a cette capacité à se remettre en question et à se dire, bon, peut-être que sur ce sujet, j'ai besoin d'aide. J'ai peut-être tort, Ouais. voilà, et j'ai besoin d'aide. Donc maintenant, elle va demander à une copine,
j'ai un problème avec mon conjoint, qui est-ce que je peux voir? Et donc, en général, voilà, mon nom ressort. Mais ce que vous publiez, ce que vous dites à travers ces vidéos, ce sont des questions clairement qui vous ont été posées. C'est-à-dire Tout que à vous fait. avez effectivement des patients qui ont peut-être été d'abord des patients de l'ostéopathe, Tout à fait. qui ensuite sont devenus patients du thérapeute. thérapeute émotionnel, et qui vous exposent en fait ce contexte, ces situations qu'elles peuvent vivre, qu'il ou elle, mais plus particulièrement Qu'elles qu'elles peuvent peuvent vivre. vivre. Oui, effectivement. Et le but, ce n'est pas de flageller les hommes et leur dire non, qu'ils ne sont pas bons. C'est d'expliquer le phénomène qui fait que, bon, ben voilà, vous avez une déception. C'est peut-être dû à un certain nombre de schémas que vous avez, d'engagements que vous avez pris envers vous-même. Donc, on va réajuster ça en thérapie et puis vous prendrez la décision adéquate pour votre vie. Il faut bien comprendre que la thérapie n'est pas là pour faire les choses à la place des gens. Ouais. C'est surtout permettre aux patientes de se recentrer et ensuite, elles font les bons choix. Je ne crois pas que le thérapeute ait la vérité. La vérité est en chacun de nous. Donc, je leur donne juste un soutien, pouvoir se recentrer, comprendre comment elles fonctionnent et ensuite prendre les décisions adéquates pour elles. L'activité de thérapeute est soumise au secret professionnel, donc on ne va pas vous demander de secret justement dans les relations, dans les contacts que vous avez avec ces patientes qui viennent vous exposer leurs problèmes, leurs doutes parfois. Mais qu'est-ce qui ressort le plus souvent? Vous diriez quoi? Qu'on est dans une société dans laquelle on est tous des écorchés vifs, on a tous des blessures profondes, des fêlures? Très bien. La société martiniquaise en général. Alors, je ne pense pas que ce soit la société martiniquaise en général. Maintenant, nous avons vécu, nos grands-parents ont vécu des choses très dures. Donc, il y a certaines émotions qu'on mettait de côté. Je suis plus focalisé sur comment je vais nourrir mes enfants que régler mon problème de couple, que savoir si j'aime cet homme ou pas. Bon. Maintenant, nous sommes dans une société beaucoup plus apaisée où le problème matériel, il est réglé. Donc, le corps va simplement faire remonter les émotions qu'on doit régler, en fait. Donc, c'est aussi simple que ça. Je ne pense pas que ça veut dire que les gens qui ont des problèmes matériels restent sur ces priorités-là et ne viennent pas vous voir. Ceux ou celles qui viennent vous voir sont des gens qui ont, entre guillemets, moins de problèmes d'argent, mais ont par contre des problèmes plus ancrés, plus profonds. Mais la pyramide de Maslow, la base, c'est se nourrir. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, si ce besoin n'est pas rempli, ma priorité ne sera pas forcément d'aller voir quelqu'un pour régler mon problème de couple. Je veux déjà que mon frigo il soit rempli. Ouais. Donc, alors ça ne veut pas dire que les gens qui ont des difficultés financières ne peuvent pas venir voir un thérapeute, ce n'est pas ça. Mais je pense que l'évolution dans le temps de la demande de la transformation dans la thérapie vient simplement avec le fait que la vie soit un petit peu moins dure qu'avant. Ouais. Depuis que vous exercez en tant que thérapeute émotionnel, vous avez vu évoluer, je dirais, la demande, les problèmes intérieurs qu'on vient évoquer? J'ai surtout vu beaucoup de personnes en cheminement. J'ai surtout vu beaucoup de personnes qui ont envie de se connaître, de régler leurs conflits familiaux, de régler leurs conflits relationnels. C'est surtout ce que je vois au cabinet. Alors, une photo que vous avez voulu qu'on diffuse, c'est cette interview de Yaken Guihoubli, qui est un sportif, c'est ça? Qui est un sportif, un bodybuilder, qui est champion de France, je ne sais plus de quelle année. Pourquoi ces interviews? Encore dans le désir de connaître les gens. Encore dans le désir de connaître l'être humain, de savoir ce qu'il est capable de faire. Et Yaken, il a une histoire particulière. Et en fait, il a une volonté de faire. Il travaille à la MENA, il a voulu devenir... Au CHU, donc. Au CHU. Il a voulu devenir diététicien. Et il est passé, je vous invite à aller voir la vidéo, il est passé par un périple. Donc sur votre site internet. Sur ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube. Il est passé par un périple et comme vous le voyez, je ne laisserai personne m'arrêter. Il a une mentalité de fer. C'est vraiment un exemple pour moi, Yaken. Et pourquoi cette démarche de faire des interviews de gens peut-être que vous considérez comme quelque part des exemples? Je pense que ça travaille aussi sur moi.
Voilà, tout simplement. Je pense que le fait d'écouter des gens, d'avoir des tranches de vie, c'est quand même quelque chose. Des interviews, j'en fais tout le temps, en fait. Hein. Oui. D'avoir des tranches de vie au cabinet, de savoir comment les gens sont passés à travers un certain nombre de challenges, ça développe quelque chose chez moi. Ludovic Totil, on termine avec l'affiche de cet événement que vous organisez le 28 septembre, dans quelques jours. Forme sacrée, alors vous l'avez dit, hein, votre patientèle, vos patients, vos clientes sont surtout des femmes. Tout à fait. Transformer ses blessures dans l'amour, alors là on est bien sûr dans la thérapie émotionnelle, mais qu'est-ce que vous allez proposer le 28 septembre? Des outils. Des outils pour pouvoir effectivement transformer ces blessures dans l'amour. Tout ce qui est blessures relationnelles, tout ce qui est questionnement, tout ce qui est manque de confiance en soi, nous allons, lors de cette conférence, le transformer dans l'amour parce qu'en fait, l'amour dissout tous les blocages. L'amour de soi, déjà, mais aussi l'amour de l'autre. C'est une conférence donc, qui va se passer sur 2h30, l'après-midi du 28 septembre à l'Institut Martiniquais du Sport. Ça va être quoi? Des ateliers, des échanges? Donc, c'est une conférence atelier. Il y aura des échanges, il y aura des enseignements, il y aura des exercices. Voilà, je vais donner, de mes 15 ans de pratique, je vais tout donner dans cette conférence atelier. Alors, il faut s'inscrire. C'est une conférence payante, Oui, tout à fait. on le précise. Donc, c'est sur votre site, Voilà, sur mon Instagram, Ludovic Totil, thérapeute. Il y a juste un lien et vous cliquez, vous pouvez vous inscrire. Et ça correspond aujourd'hui à des demandes que vous avez repérées Tout à fait. Et puis surtout, de la part de vos patients. voilà, surtout, tout le monde ne peut pas venir en thérapie. Voilà. Donc, le but du jeu est de pouvoir donner à toutes les personnes pour une modique somme des outils pour pouvoir, lorsqu'elles sont dans une certaine situation, avoir les outils pour passer de l'autre côté et pouvoir prendre les décisions adéquates. Ne pas rester soit dans une tristesse, soit dans une colère, pouvoir tout de suite passer à autre chose. Donc pour le moment, principalement, vous adressez, on le voit, Forme sacrée aux femmes. Il y aura des choses pour les hommes bientôt? Ça m'est demandé. Ça m'est demandé. Alors, d'ailleurs, j'en discutais tout à l'heure. Pourquoi Forme sacrée? Parce que tout simplement, 80% de ma patientèle, ce sont des femmes. Mais bien sûr, j'ai beaucoup de demandes pour les couples. Donc, je pense que ça viendra. Beaucoup de demandes pour que les hommes. Je pense que ça viendra aussi. Merci beaucoup, Ludovic Totil, d'avoir retracé, revisité votre parcours avec nous. On aura l'occasion sans doute de vous revoir sur la chaîne Zitata. Merci. Et puis, bon succès puisque vous allez continuer à évoluer forcément dans votre activité. Je vais faire le maximum. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Merci à vous, chers Zitata, de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur l'antenne de Zitata. À bientôt. Bonne soirée, bonne journée.